Mon enfance accrochée sur les murs. Depuis plus de 30 ans, dans le couloir étroit de mon appartement parisien, toutes mes photos de classe s'affichent fièrement. Revendication nostalgique d'une histoire personnelle, familiale, fondatrice. J'ai toujours aimé l'école. J'aimais apprendre, bien sûr, mais l'école, c'était aussi partager avec ma fratrie une vie intimement liée à notre établissement scolaire. Il était notre vaisseau d'enseignement et notre seconde maison. Nous avons joué, mon frère Yann, ma sœur Catherine et moi, comme protégés par sa haute stature. Yann, j'ai envie de jouer avec vous au foot. Ok, Nanou, tu seras juste dans les buts. De mes 3 ans joufflus jusqu'au jean bariolé de ma terminale, j'ai baladé ainsi mon enfance, mon adolescence, dans un seul et même espace-temps, à l'Institut Saint-Lô à Agneaux. Mon cher bahut. Il apparaît à l'horizon comme un grand navire posé sur la colline du Varro. Dominant la ville de Saint-Lô, sa stature à elle seule renforce sa belle réputation régionale. Je traverse la Vire. Je reviens vers lui pour chahuter mes souvenirs et ceux de ma famille, réveiller les pensées de mes vieux enseignants et de quelques anciens élèves. Chercher la place de l'école dans leur vie et dans la vie de chacun. Un retour intime qui convoquera la grande histoire et ses fantômes qui musardent toujours entre ces murs, traces immuables d'un XXe siècle mouvementé. Dans ce coin de campagne normande, ma mère et mon père ont débarqué en septembre 1964, quittant la Bretagne, où 2 prêtres de l'Institut étaient venus les recruter. Quand je suis arrivée, j'avais 21 ans. Yann était né et je t'attendais. Mon frère dans les bras et enceinte de moi, maman pose donc ses valises de jeune mère avec papa et s'installe dans l'enceinte même de l'Institut où logeaient modestement quelques professeurs. Et donc, je me dirige vers mon premier logement. Il y avait un grand couloir. Alors, je ne sais pas ce que c'est maintenant. Ouh là là, ça a été transformé en salle de classe. Je ne reconnais plus rien. Notre pièce de vie était plus étroite. Il y avait un lavabo là dans le fond, puis un petit bout de cuisine. On prenait le petit déjeuner là, parce qu'on descendait manger au réfectoire à midi et le soir, quoi. Voilà. Oui. Et alors pour prendre notre douche, eh bien, on descendait au sous-sol, on allait dans les douches des élèves, quoi. J'imagine ma jeune mère, le ventre rond, face à ses élèves de 5e jusqu'au jour de ma naissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai arrêté mes cours le samedi à 16h30 dans ma salle de classe qui était tout à côté, là. J'ai dit au revoir à mes élèves. Et quand ils sont rentrés le dimanche soir, eh ben, tu étais né. Donc, tu es né ici. Enfin, presque maman. Un aller-retour à l'hôpital mémorial de Saint-Lô a tout de même été nécessaire avant que je ne découvre notre petit logement qui se trouvait à 2 pas de ta classe. J'ouvre la porte pour aller faire mon cours dans ma salle de classe. Donc je retrouvais mes petits gamins de 5e là, et je faisais mes cours français, latin, histoire géo. C'est beaucoup plus gai que ça n'était, c'était sombre en fait. Je pense qu'il n'y avait qu'une fenêtre, hein.
Je pense que c'était assez sombre. Mais bon, c'était bien, c'était mes débuts. Orpheline de père en 1947, maman a grandi en Bretagne avec ses frères et ma grand-mère dans une ferme, avant d'être, comme beaucoup d'élèves de sa génération, pensionnaire dans un collège du Trégor. Voilà, moment d'émotion, hein. Après ses études supérieures et son mariage, l'Institut devint vite pour elle une terre familière. Pour moi, c'était un retour dans mon monde. J'avais fait mes études dans un établissement avec des religieuses à Lannion. Et donc, je m'étais écartée un peu de tout ça en 2 temps, en allant faire mes études à Grenoble, d'une part, et puis après en épousant ton père, qui était dans un milieu d'éducateur pour délinquants. Donc, c'était pas du tout mon monde à moi, hein. Et donc, quand on a trouvé ce poste-là, eh ben ça y est, je réintégrais. Je réintégrais mon monde, autant sur le plan religieux que sur le plan du quotidien. Même si le bâtiment était imposant, bon, ça me gênait pas du tout. Je me retrouvais chez moi. Quand ma mère démarre sa carrière ici, l'Institut est encore dirigé par quelques membres de la congrégation de l'Oratoire, un ordre séculier voué notamment à l'éducation de la jeunesse et à la recherche intellectuelle. Et c'est d'ailleurs sous l'impulsion du père oratorien Gustave Savary que l'Institut d'Agneaux a été bâti sur la colline du Varro en 1909. À l'origine, l'Institut accueille des garçons issus de la bourgeoisie catholique normande et parisienne. La plupart sont pensionnaires. Le corps enseignant est constitué d'une majorité de prêtres et de quelques laïcs. Cette petite élite d'élèves a le privilège de jouer des pièces de théâtre en costume et avec des décors d'envergure. Ce recrutement bourgeois va peu à peu s'estomper dans les années 50 pour s'ouvrir à d'autres milieux sociaux. Le phénomène s'amplifie encore quand en 1963, l'Institut devient un établissement privé sous contrat d'association avec l'État. La mixité sociale poursuit sa course, tandis que la vocation d'enseignante de ma mère s'épanouit entre ses murs. L'Institut, pour moi, c'est un élément fondateur de toute ma vie d'adulte. Au niveau enseignement, au niveau familial et au niveau formation intellectuelle. C'est l'Institut qui m'a donné tout ça. Petite, moyenne et grande section de maternelle. Les années d'apprentissage. Ah, bonjour Nicole. Alors Anne-Marie. Tu viens dans tes Ah, anciens repères. voilà. C'est presque... Ah, dis donc, qu'est-ce que ça a oui. grandi. C'est magnifique. Moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Les salles de maternelle, elles étaient où alors? Alors, elles étaient juste à côté. Et voilà la classe, donc, qui était la classe de grande section, là. Tu te retrouves bien dans les lieux? Ah oui, 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 j'arrive à me Ouais, c'est-à-dire reconnaître tout que de même. Tu y as vécu de Oui, pendant plus nombreuses de années. 30 ans. Voilà. Sur une photo de maternelle, Nicole, mon institutrice, recoiffe ma copine Françoise avant la photo officielle. Je me tiens à côté de ma maîtresse, cheveux courts, en blouse. J'attends le déclic, l'air inquiet. J'aime cet instantané officieux. Dès le départ, si tu veux, on était très, très influencés par la méthode Montessori. Et on apprenait à compter avec le matériel Montessori. Ils apprenaient donc à lire comme ça. Si tu veux, on favorisait leur personnalité. Ils étaient libres dans leur évolution, tout en respectant, alors là, c'était l'école vraiment du respect des autres. Donc l'enfant, eh ben, il évoluait à son rythme.
Voilà. Et il était fier quand il... Ah bah dis donc, maîtresse, j'ai réussi. Hein. Ah oui, Voilà. mais c'est intéressant. Hein. Mais c'était passionnant. Donc c'est un métier que j'ai adoré parce que et puis c'était toujours nouveau. Les enfants sont toujours différents. Mais c'était passionnant. Et puis il y avait aussi le silence parce que chaque enfant allait à son petit bazar, travaillait souvent par terre. Il se mettait par terre, il allait chercher son matériel. S'il ne voulait pas être assis à sa table, ça n'avait pas d'importance. Il faisait ça en silence. J'avoue ne pas avoir conscience d'avoir profité de cette philosophie d'enseignement. Mais cela a sûrement influencé ma petite personne. Il faut les ouvrir à la vie, au respect des autres et aussi à se faire une personnalité. Que les enfants ne soient jamais des moutons, mais je crois que ça c'est très très important. J'ai pu m'épanouir dans mon travail avec mes petits élèves. Je ne pensais pas au départ que ça allait être si important pour moi. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. L'école élémentaire. 5 années rieuses mais aussi difficiles, marquées par la séparation progressive puis définitive de mes parents. C'est dans ces années-là, je crois, que l'Institut est devenu pleinement notre seconde maison, comme un repère pour notre famille, un brin disloqué. Yann, mon frère. Si pour maman, sa vie d'adulte s'est bâtie à l'Institut, je sais que c'est l'enfant qu'il a été ici, qui accompagne mon frère en secret, dans son âme d'homme. Je le regarde toisant avec malice le muret. Il se lance en secret un pari héroïque. Le grand jeu, c'était de sauter par-dessus le muret, de se cacher, de regarder s'il ne regardait pas, de ressauter de l'autre côté. Et celui qui avait réussi à faire ce coup-là, bah, c'était un héros, quoi. Hein. Il avait réussi à transgresser les interdits. Donc c'était super. Pour chacun, l'école, c'est aussi cela. C'est cette enfance que l'on tente adulte de retrouver, au coin d'un arbre, d'un mur, au son d'un bruissement de feuilles. Et même si certains élèves n'aimaient pas l'école, ils ont sûrement un petit coin de cours fétiche quelque part dans leurs souvenirs pour égarer leur mélancolie. Eh Yann, on joue plus près du mur. Ok. Vas-y, commence Alfonso. Ah ah ah. Ah ben mon copain, c'était Alfonso. Alfonso, on a suivi notre scolarité ici depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat. Et c'est même devenu le parrain de mon fils. Mais ici, nous, on jouait aux billes. Soit on jouait à se poursuivre, c'était comme un jeu de piste à travers les racines, soit il fallait se rapprocher le plus près possible du tronc, donc avec les pichenettes. Et bon, on a fait des parties monstrueuses ici. Hein. Dépêche-toi Yann, ça va bientôt sonner. Ok. C'est un établissement qui a été créé par les oratoriens. Certains disent ou auraient pu dire que c'était sévère, qu'on n'allait pas s'épanouir, etc. Ben, non, moi, c'est tout le contraire. C'est un établissement qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, en partie. À peine entré dans l'enceinte de notre cher bahut, un air ravi apparaît pour la seconde fois sur le visage de mon frère. Et c'est encore un mur qui réveille un souvenir, une sensation d'autrefois. Ah, ce mur avec cette espèce de graffiti de cailloux. À chaque fois que je passais dans ce couloir-là, je m'amusais, souvent en courant, à caresser ce mur-là. Cette surface-là provoquait quelque chose chez moi. Peut-être comme, dans un autre sens, comme Antoine Douanel dans les 400 coups qui joue avec les grilles qui passent comme ça. Sauf que ça faisait pas de bruit. Et je sais pas pourquoi, ça me faisait penser à des coquillages. Tu me fais plaisir, Yann, car c'est dans un cinéma lors de la projection des 400 coups de François Truffaut que nos parents se sont rencontrés.
et que nous sommes nés finalement, tous les trois. Mais voilà qu'une autre héroïne de notre histoire pointe le bout de son nez. Hélène, notre institutrice préférée, qui tentait de faire de chaque jour de classe un jour heureux. C'est elle qui t'infligea tout de même ta première colle pour avoir joué aux billes avec ton pote Alfonso sous les jupes des maîtresses pour en apercevoir les dessous chics. Vous étiez tellement mignon que c'était un peu injuste quelque part, mais il me fallait quand même un exemple. Oui, on a vu qu'on pouvait être dans les premiers en classe et être puni quand même. Ce qui n'est pas mal. Voilà. Pour les autres, justice était faite. Exactement, c'était pas les chouchous aussi. Et encore, je crois que j'avais pas de chouchou, mais on a toujours des petites préférences pour certains enfants avec lesquels on accroche. Et dans mon cas, c'était pas toujours les meilleurs élèves. Non, Moi, je crois même que bien ce n'était pas les meilleurs élèves, Moi, parce que j'aimais tu savais bien que les les meilleurs élèves Couraient avaient tout leur seuls. chance et Exactement. tu avais une tendresse plus particulière pour les enfants qui Ah, avaient plus de difficultés. Oui, ça, j'ai le souvenir en tant qu'enfant de ça. Ça, c'est la classe de mes sœurs. Oui, ça c'est la classe de tes sœurs. C'était une année quand même extraordinaire. J'avais plein d'enfants de profs, ce qui n'est pas toujours très confortable, hein. Alors, Catherine à l'Oppo, Marie à l'Oppo, qui D'accord. arbore son t-shirt Braise, son parce Braise. que c'est très contente. Et quand je dis qu'il y avait une mixité sociale extraordinaire, tu vois, ça c'était les cadres de chez Claudel, et à côté de ça, il y avait la rue de la Mouchette. Et la rue de la Mouchette, c'était vraiment, c'est pas péjoratif, mais c'était vraiment le sous-prolétariat. C'était des enfants vraiment de milieux défavorisés. J'ai ce souvenir, avoir eu des copains issus de différents milieux. Agriculteurs, pompistes, ouvriers, cadres dans les industries laitières, fonctionnaires ou commerçants. Et je me souviens aussi de Loïc, notre petit voisin, qui au dicté préférait l'école buissonnière. Il partait avec le cartable, il mettait le cartable et puis la canne à pêche, il la laissait au lavoir, puis il allait à la pêche, et puis il remontait. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, le mercredi, je rencontre la mère, je lui dis est-ce qu'il va mieux? Elle me dit pourquoi il est malade? Je lui dis écoutez, ça fait 2 jours qu'il ne vient pas. Tu viens pas à l'école. Il part tous les matins, il va à l'école quand même. Il allait Je lui dis, pêcher. écoutez, non. Et en fin de compte, il allait pêcher. Moi, je suis allé avec les frères Dumont À la à la pêche, pêche en bas, au bord de là, la sur la Vire. Vire. J'ai jamais rien attrapé, alors que c'était leur truc, Bah oui. ils étaient doués. L'école, c'était pas leur truc. Non. Mais ils avaient une intelligence différente, et ça, il faut toujours le reconnaître. Ouais, c'est ça. C'était ça qui était bien avec, Ouais, avec moi, toi. je trouvais toujours C'est que tu tous les enfants trouvais avaient qu'il y avait quelque toujours chose. quelque Ah. chose de positif qu'il fallait développer. Bah oui. Il y a des profs qui ont été des grands millésimes. Bah peut-être. Tu en as fait partie. C'est mignon. Oh, t'es trop gentil. Ah bah si, c'est vrai. Non, mais moi, j'aimais ce que je faisais. Je crois que c'est ça. Moi, je trouve que quand tu éduques, quand tu protèges, quand tu distrais, quand tu informes, quand tu soignes, quand tu défends, moi, je trouve que c'est des métiers extraordinaires parce que c'est lié à l'humain. Alors voilà, puis il y en a bien d'autres, mais je trouve moi, je trouve que ça fait partie des très beaux métiers. Parce que éduquer, c'est éducarer, c'est faire grandir, Élevé. élever. Un enfant, c'est une promesse. Tout enfant est une promesse. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir parce que tu sais qu'à la maison, il y a des choses qui se passent, mais au moins qu'ils aient sur le temps scolaire quelque chose de beau et de beau. Mordant de sa nef l'herbe et les graviers des cours du lycée, la chapelle de l'Institut occupe une position centrale. Sous ses voûtes, j'aimais surtout y chanter à tue-tête lors des préparations chorales des fêtes de fin d'année, car cela sonnait bien et fort. La chapelle, ça m'évoque ma communion, et puis des cours que je prenais à l'orgue avec un de mes professeurs, en fait. On l'appelait le Père Alain. Il n'était pas du tout prêtre,
mais c'était son surnom. Il était plus dur à l'orgue qu'en cours, je trouvais. Et puis l'autre aspect, c'est effectivement ma communion. La communion n'était pas obligatoire, mais nous étions tout de même nombreux à revêtir l'aube et à défiler dans la nef de notre chapelle. C'était pour beaucoup d'entre nous un rituel culturel et familial. Je n'étais pas particulièrement religieux, mais j'étais persuadé en rentrant dans cette chapelle que ce jour-là, il allait se passer quelque chose. Et ça n'est jamais arrivé. L'huile m'est bien a été ointe sur mon front et l'Esprit Saint, je l'ai pas vu, quoi, je l'ai pas senti, alors que j'étais persuadé qu'il allait se passer quelque chose. J'aurais peut-être une autre révélation, comme Claudel sous le pilier de Notre-Dame. Si l'Esprit Saint n'est pas descendu sur toi, mon frère, sache que l'âme de quelques Belges s'y prélasse depuis la Première Guerre mondiale. En effet, le 8 octobre 1914, alors que débute en Flandre la bataille de l'Isère, le père Savary accueille au collège un régiment de jeunes recrues belges. Grâce à cette heureuse initiative, la chapelle en construction eut la chance de bénéficier du savoir-faire de ses soldats, qui étaient aussi des maçons, des électriciens, des décorateurs. En quelques semaines, grâce à eux, l'édifice fut achevé et la chapelle fut bénie le 24 décembre 1914. Imagine, Yann, 800 soldats belges chantent alors la messe de minuit au cœur de l'Institut. Une mélodie chorale réconfortante pour les centaines de blessés qui dorment entre ces murs. Car oui, l'Institut est devenu depuis quelques mois l'hôpital numéro 36, un hôpital provisoire qui verra passer plus de 6000 malades et blessés entre 1914 et 1919. Souvenir de ce moment hospitalier, une photo m'interpelle. Des soldats belges, des blessés de la bataille de la Marne et quelques infirmiers forment une pyramide humaine devant une statue de la Vierge Marie. Cette même Sainte Vierge qui 50 ans plus tard se tiendra bien droite derrière nos photos de classe. La belle dame a depuis connu quelques restaurations, changé de couleur et de place, mais elle trône toujours là, drapée dans son passé. À la croisée de la ville et de la campagne, notre quartier, rue de l'Oratoire. Après 3 ans dans l'enceinte même de l'Institut, un pavillon fut attribué en location à notre famille par l'établissement. Face à notre cher bahut, quelques enseignants et employés de l'école vivaient ici avec leurs bambins. Un voisinage bon enfant. Oh, que c'est agréable. Ce chemin était sympa, c'est chez nous ça. Hein, Ouais, on a notre maison là. la maison est au fond là. La maison de l'enfance. Cela fait 36 ans que nous avons quitté notre pavillon, son chemin et ses hangars, où nous refaisions le monde en sautant dans le tas de feuilles mortes ramassées dans les cours de l'Institut. Et derrière, en fait, là, c'était des champs, quoi. Et juste à côté du hangar, là, derrière, dans le champ, il y avait une mare, il y avait un étang. Et on allait chercher les têtards, les tritons. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Cela me bouleverse un peu de suivre ma mère et mon frère dans le chemin étroit de nos souvenirs. Nos arbres, le pommier, le chêne et le poirier, ont été depuis longtemps déracinés, et un arbre exotique a fait son apparition dans notre jardin. Mais il reste ici quelque chose de précieux, le souvenir d'avoir été heureux. Pour moi, c'était super confortable.
super agréable parce que entre deux cours même, pendant la récréation, je pouvais venir prendre un café à la maison et tout ça. Quand j'avais les conseils de classe, eh bien, vous étiez seul, vous étiez à la maison, mais c'était pas loin quand même. C'était épatant. Moi, en plus, je pense que, peut-être à l'inverse d'autres enfants, vous n'avez pas de différence entre ma vie ici et l'espace de l'autre côté, puisque ça faisait un tout pour moi. Donc je pense que je n'avais pas la notion forcément de passer dans un autre univers comme d'autres de mes petits camarades, puisque pour moi, c'était ici, ma vie, elle était là. C'était un tout. Devant chez nous, feu de la Saint-Jean en l'honneur de mon frère, car Yann en breton, cela veut dire Jean. Et bassine d'eau pour faire trempette dans un coin du jardin. Et après, recevoir les copains. Quand l'école était finie, à 4h30, les copains venaient prendre un thé ou un chocolat. C'est ça qui était bien aussi, cette maison, c'était maison ouverte. Ouais. Oui, c'est ça. Vous étiez beaux, hein? C'était des beaux gamins. Hein? Oh, je me souviens bien de ces 3 petits-là. C'était un vrai bonheur. Hein? Hein? C'était... Ça paraît des siècles. Hein. Comme nous, nos voisins de l'époque ont tous quitté le quartier, sauf les Jamard. Ils sont restés fidèles à leur pavillon. Daniel, sa femme Nicole et ses 2 filles faisaient partie de notre quotidien. Faire court. Alors ici, bien sûr, tu vois les framboisiers qui sont là, ils étaient là. C'est là que vous veniez cueillir les framboises au goûter. Au goûter, oui. Tu te souviens de ça, non? Ouais, voilà. Je me souviens qu'on prenait des goûters chez toi et je me souviens qu'il y avait toujours la grosse mode de beurre salé. J'adorais le beurre salé. On jouait beaucoup dehors et au niveau du pommier, on allait manger toutes les pommes, même quand elles étaient vertes. Et puis on faisait du vélo, on faisait du skate. C'était notre vie, on s'amusait, on était heureux. Moi j'aimais bien aller à l'école, c'était bien quoi. C'était une jeunesse heureuse. Qu'il est bon pour chacun de renouer avec cette insouciance de l'enfance qui accompagne les jeux avec les copains et font oublier les soubresauts de la vie. De son jardin où il était le père de mes copines, Daniel devenait mon professeur de français au collège, juste en traversant la rue. Daniel a une histoire singulière avec notre cher bahut. Avant d'y être enseignant, il y fut pensionnaire dans les années 50. Oh, ça évoque quelques souvenirs, évidemment, mais c'est toujours pareil, c'est les meilleurs souvenirs qui viennent, les blagues que l'on a faites. Et toutes les salles de classe qui sont là, c'était le dortoir des 6e et des ruraux, ce qu'on appelait les ruraux, c'est-à-dire ceux qui faisaient des études agricoles. Petit dernier d'une famille de 6 enfants, Daniel considère que c'était une chance de pouvoir faire ses études à l'Institut, même si chaque semaine, le retour au collège était difficile. Non, le moment cruel, c'était le retour le dimanche soir. Ça, c'était cruel. Alors là, oui. Surtout qu'en plus, on avait un chant qui s'appelait « La pureté de notre vie », qui avait été écrite par le père d'un élève de Cherbourg, dans lequel on chantait un hymne à Marie, aux mères de nos mères, etc. Et qui disait « Se pourrait-il qu'un jour nous soyons sans mère, aux mères de nos mères, quand celles-ci nous quitteront ?» Alors on pensait plutôt à un moment, et chanter ça, c'était, il y a des moments, les mots avaient du mal à sortir de la gorge quand même. Hein. À 11 ans, c'était un peu dur. À l'époque, presque tous les enfants qui entraient pour des études dites longues, en 6e ou en collège, étaient pensionnaires. Les gens de Saronfer, à 15 km de Saint-Lô, étaient pensionnaires. Pont-Hébert, qui est tout près, 8 km. Les Thiebaud, tout ça, je me souviens, Jean-Pierre Thiebaud, tout ça, ils habitaient Pont-Hébert.
Donc ils étaient pensionnaires. Hein. Jean-Claude Arseneur, il habitait Saint-Ronfer, moi j'habitais à Saint-Sanson-au-Fossé, c'est à 11 km d'ici. Hein, hein. Non, ça nous paraissait normal. C'était pareil, tous les copains qui étaient là. L'Institut, à l'époque, il y avait peut-être 400 élèves, mais il y avait 350 peut-être pensionnaires. Daniel est né en 1943. Il n'a pas connu la guerre dans l'enceinte même de l'Institut. Pourtant, comme moi, il sait que les fantômes de cette époque se baladent encore entre ces murs. D'après quelques témoignages, voilà ce que j'ai appris. Le 17 juin 1940, l'armée allemande pénètre dans Agneau et dès le 23 juin, l'Institut sert de camp de prisonniers à 2200 Français capturés à Cherbourg par l'envahisseur. Les Allemands utilisent ces prisonniers pour la construction des miradors et des travaux de défense, comme noircir les façades de certains édifices. L'Institut sera ainsi balafré de noir pour éviter que ces bâtiments ne soient repérés par les Alliés. Le 6 juin 1944, le débarquement sur les plages de Normandie est le symbole de la victoire à venir. Mais il marque aussi le début de terribles bombardements qui vont anéantir de nombreuses villes normandes. Sans cesse, pendant près d'un mois, les tirs d'artillerie succèdent aux bombardements aériens. Et bientôt, l'Institut domine les ruines de sa bonne ville de Saint-Lô, détruite à 95%. Près de 500 victimes sont sous les décombres de la ville. Parmi elles, 12 élèves et un professeur de l'Institut. L'église Notre-Dame porte encore les stigmates de la guerre, des cicatrices préservées pour ne pas oublier que Saint-Lô fut baptisée capitale des ruines. Les remparts sont comme estampillés par ce souvenir glorieux et terrible. Au cours de ce chaos et malgré sa façade noire, l'Institut est aussi gravement endommagé, la chapelle en partie détruite. Après la Libération, pendant plus de 10 ans, sous les yeux des jeunes élèves de l'Institut, la ville de Saint-Lô renaît peu à peu de ses cendres. Quand je suis arrivé à Saint-Lô en 1955, la reconstruction était déjà commencée depuis 1944, enfin depuis la fin de la guerre, donc, etc. Mais il y a énormément de choses sur Saint-Lô que j'ai vu construire et autres, bien sûr, après la guerre, parce que tout était détruit partout. La plupart des Saint-Lois habitaient dans des baraques. Et alors, il y avait des cités. Il y avait la cité Falbaudel, il y avait la cité verte, il y avait la cité noire, il y avait, voilà, c'est en fonction des baraquements qui avaient été offerts par les Suédois, par des Américains, etc., pour loger la population civile. Il n'y avait plus rien. Saint-Lô était rasé complètement. Quand j'étais en 5e, il y avait encore les baraques ici, hein, la cité des baraques devant l'Institut. C'est ça. Et alors là, ici, il y avait des nécessiteux qui habitaient là aussi. Donc ils venaient avec des petits seaux qu'ils avaient fabriqués avec des boîtes de conserve de 5 kilos qui étaient hautes, ça faisait un cylindre. Ils avaient mis une petite anse en fer et ils venaient aux cuisines de l'Institut pour récupérer ce qui n'avait pas été mangé par les élèves. Après sa terminale et quelques études complémentaires, Daniel est vite devenu enseignant. Et c'est à l'Institut qu'il revint pour devenir professeur parmi les siens. J'avais comme collègues M. Alain, le père Savary, le père Martine, c'est-à-dire tous mes anciens professeurs. Ben, c'était la continuité de ce que j'avais connu jusqu'ici, pour moi.
Et puis alors là, après, c'était la fierté. Hein. La fierté de transmettre à nouveau quelque chose. Et avec mes anciens professeurs, alors là, je ne le faisais pas, mais j'aurais eu envie de rouler les mécaniques, comme on disait à l'époque. Pour moi, c'était un signe de réussite. Surtout que le métier d'enseignant, je l'avais choisi librement, donc ce n'était pas par défaut. Être fier d'être professeur. C'est vrai que du temps de ma jeunesse encore, dans les années 70-80, le métier d'enseignant était valorisé, valorisant. Je crains, hélas, que cela ne soit pas toujours aussi vrai, désormais. Seconde, première, terminale. Les années lycéennes. Celles des premiers amours et des copains pour l'éternité. Au fil des ans, des bâtiments flambant neufs sont sortis de terre aux quatre coins de mon cher bahut, obligeant notre Vierge de bronze, celle de nos photos de classe, à quitter son colimaçon. Un fait déstabilisant pour de vieilles connaissances. J'étais un peu surprise en la voyant ici. Avant, elle était dans le fond là-bas, toute blanche, alors que maintenant elle a verdi. Et c'est quand on a refait un nouvel internat et une nouvelle salle de restauration, il fallait de l'espace, c'est pour ça qu'on l'a déplacée. Arlette, mon professeur d'allemand au lycée, et Michel, mon directeur de cycle de l'époque, retrouvent dans l'allée des marronniers les traces de leur passé. Quand on regarde ici, par exemple, bon, ça n'a presque pas changé. C'est quand même beau, écoute, hein, franchement. Hein? C'est quand même beau. Hein? Malgré tout les transformations, je suis un peu chez moi. Là, tu y as passé ta vie. J'ai 33 ans. Je te bats. 39. Ah oui. C'est l'impression d'être chez soi, d'être bien. Pas de nostalgie, pas du tout. Le passé est le passé, mais d'être encore chez soi. Pour moi, c'était une famille, surtout que ma propre famille était éloignée. Et puis avec ta maman, et puis d'autres, vous étiez les petits-enfants, bon, vous connaissez, si bien je ne sais même plus la différence entre vous, les enfants d'Anne-Marie, avec qui j'étais liée d'amitié, et vous, élèves. Tout ça, c'est un peu mélangé pour moi. Pour moi aussi, Arlette. Car je me souviens que mes institutrices, Hélène et Nicole, et des professeurs comme toi, Michel, maman, se retrouvaient autour de repas complices et même nous délaissaient pour de courtes vacances entre grandes personnes. Oh là là! Ah oui, ça me rappelle des tas de souvenirs. C'est ta maman et moi, mais je ne sais plus où c'était. On se retrouvait pour dîner ensemble, on allait au ski ensemble. Tout ça en bonne amitié. Cette belle entente a sans doute participé à l'attachement que j'ai pour mon école. Ah oui, ici, c'était la terminale A, où je venais 3 fois par semaine. Tiens, entre. Ça, Voilà. Madame le professeur. Guten Tag. Ah oui, la terminale A. Alors là, j'ai des anecdotes. Hein. À l'époque, en automne, il y avait des hannetons. Et il y avait un certain Leclerc qui était arrivé avec un hanneton qu'il avait mis, il avait attaché une ficelle au bout à une patte du hanneton, il arrive avec son hanneton. Alors je lui dis, je ne sais pas si les hannetons veulent apprendre l'allemand, veuillez le faire sortir. Il m'a dit non, je le garde. Alors je lui dis, coincez-le derrière, ouvrez la fenêtre et coincez-le. Alors il avait coincé le fil sous la fenêtre et l'hanneton était dehors et moi j'ai pu faire mon cours. Il fallait quelquefois savoir arranger les choses. Arlette est arrivée à l'Institut au début des années 60. Seconde femme à intégrer les rangs des professeurs du lycée, elle a dû jouer des coudes pour y exister. On était 2 professeurs
femme dans un milieu entièrement masculin. Et il a fallu s'adapter et puis faire sa place. Et puis, oui, montrer ce qu'on savait faire. Je me souviens, un des pères, il était très gentil avec moi, mais assez distant. Il me dit, mademoiselle, je vous tire mon chapeau. Et à partir de ce jour-là, ce père-là m'a toujours défendu, quoi qu'il arrive, vis-à-vis de moi. Mais il a fallu faire ses preuves. En mai 68, Arlette est aux premières loges quand l'écho des tumultes parisiens se propage jusqu'en Basse-Normandie. À Saint-Lô, la population locale et les syndicats, choqués par la dureté de la répression policière à Paris, décident de réagir. Le 13 mai, une manifestation envahit la petite préfecture. Près de 2000 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'ouvriers et d'employés des usines laitières locales. Certains se souviennent qu'un des responsables de l'usine Claudel demanda à ses ouvriers de débrayer, pensant que cela valait mieux que de voir l'usine paralysée par des grévistes. C'est un peu la politique adoptée par le directeur de l'Institut. Fermer le pensionnat, plutôt que subir une révolte intérieure, mais laisser toutefois la possibilité aux externes de suivre les cours. Étant donné qu'en ville, les élèves du lycée allaient d'école en école, le supérieur de l'époque a préféré que les internes restent chez eux. Ben, l'institut était ouvert. Les professeurs, moi, je venais toujours comme si j'allais au cours. Et on se mettait devant l'accueil et on prenait les élèves qui étaient là. Quand il n'y avait pas d'élèves, eh bien, on rentrait chez nous. Et puis autrement, on faisait cours aux élèves qui se présentaient. Alors, après 68, il y a eu 4-5 ans où il n'y avait plus de confiance. Les relations entre les élèves et les professeurs étaient plus ou moins tendues. Et puis, ça s'est normalisé vers les années 76-77. Mais enfin, il y a eu un passage où je trouvais que c'était difficile parce que les élèves, un petit peu influencés par les événements de 68, rejetaient un peu toute autorité. Et c'était très difficile, enfin, c'était plus difficile à ce moment-là. Si ce printemps 68 a transformé durablement les relations entre professeurs et élèves, il n'a pas entamé la vocation d'Arlette. Chaque année, je répétais la même chose avec les élèves, et pourtant c'était nouveau, c'était une nouvelle aventure. Il fallait toujours renouveler, et ça me plaisait. Et puis autre chose qui me tenait à cœur, c'était l'ouverture. Je leur disais, ouvrez les fenêtres, sortez. Et l'enseignement de l'allemand me permettait de leur faire voir autre chose que leur campagne ici, et les sortir de leurs petites habitudes. Voilà ce qui m'intéressait. Michel, prêtre, professeur de latin, grec, français, fut le responsable du lycée à mon époque. Il devint, après mon départ, directeur de l'établissement tout entier. 40 ans de son existence dédiés à l'Institut, fruit des hasards de la vie et de la métaphysique. Je te l'ai peut-être dit, au départ, je ne pensais pas être prêtre, je n'avais pas tellement envie d'être prof. J'étais parti à Rennes pour faire des études supérieures, comme ça, parce que je connaissais quelqu'un. Et puis, je me suis dit, enseigner, pourquoi pas, le latin, le grec, le français, c'est bien, mais il y a peut-être des choses plus importantes. Et c'est pour ça que je suis entré dans une vue un peu métaphysique. Alors, c'est assez marrant, parce que je pense que je suis venu prêtre par la littérature. Pascal, Bossuet, les écrivains russes, c'est assez marrant quand j'y repense. Parce que ces gens-là, justement, avaient l'âme un peu métaphysique. Excellents élèves tant pour les aptitudes que pour leur mise en œuvre, confirment d'excellentes aptitudes, année prometteuse, ça c'était la terminale. Ouais, le troisième toujours aussi bien au second trimestre. 13,04 première, s'il vous plaît. Hein? En terminale. Eh oui, tout au long de ma scolarité, je fus une bonne élève, mais de celles qui sont amies avec les fortes têtes, qui n'aiment guère l'école, voire la détestent. Je fus collée plusieurs fois, mais ce fut sans conséquence sur mes relations avec mes professeurs. Je sais pas, j'avais l'impression d'une connivence. Bon, je ne faisais pas de confidence, mais
Je me sentais vraiment sur un terrain solide, quoi. Et je crois que c'est ça qui me reste. Ouais. Une certaine complicité qui allait de soi, quoi. Et ce qui allait de soi aussi, c'était que Michel devienne un jour le directeur de l'Institut. Et je dirais que j'ai presque plus aimé la direction que l'enseignement. Parce que tu as un autre contact, quoi. Tu infuses quand même un état d'esprit. Ne serait-ce que de respect, d'accueil, bien sûr, de considération. Alors là-dessus. Et puis aussi, aborder quand même à l'école, mine de rien, on ne peut pas ignorer tous les problèmes actuels de la drogue, de la division des familles. Normalement, même si ça revient aux parents, on a un rôle très important pour les accompagner dans ça. Hein. C'est sûr. Pour moi, ce qui m'apparaît capital, c'est redonner confiance aux élèves. Le lycée, c'est aussi pour moi le souvenir joyeux d'une certaine autonomie et d'un esprit ouvert sur le monde et son époque. Mon frère Yann et Sophie, une de ses camarades lycéennes, s'en souviennent. J'ai toujours trouvé que l'Institut, malgré la réputation d'école très stricte et tout ça, moi j'ai trouvé que c'était un espace de liberté incroyable. Moi j'arrivais avec des décolletés presque jusqu'au nombril, des jupes hippies, je portais des trucs complètement... Aujourd'hui, je me demande si finalement on n'aurait pas moins de liberté qu'on avait à l'époque. Ouais, ça dépendait, je sais pas. On était quand même très libre de s'exprimer, de faire, quand on avait des idées, on voulait faire des activités, il suffisait d'en parler à un enseignant et tout de suite on trouvait de l'aide ou une oreille en tout cas, ou des conseils. Enfin, ça se passait toujours de façon très très harmonieuse. Hein. Je pense qu'au mètre carré, il y avait quand même une proportion de professeurs qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, mais qui avaient de la personnalité. Et à travers leur personnalité, ils apportaient quelque chose dans leur enseignement. Et quand soudain, en terminale, les derniers jours sonnent le glas de notre prime jeunesse, que se passe-t-il? Nous, dans les années 80, nous nous déguisions, arborant des costumes révélateurs. Mon frère en capitaine d'une armée joyeuse, et moi flibustière, prête à la conquête de l'Île-de-France et de mes rêves de cinéma. Mais que représente au plus profond de chacun cette année terminale? La fin ou le début? Les deux, moi je dirais les deux, c'était la fin d'un cursus et c'était le début d'une nouvelle aventure, de nouvelles études. Et puis moi, ce qui comptait aussi, c'était que j'allais retrouver celle qui est devenue ma femme et qui était partie 1 an avant moi après avoir eu le bac et que j'allais retrouver. Ça, c'était très important. Ouais, moi, c'était tout le contraire. C'est-à-dire, pour moi, c'était donc, comme je disais, une bouffée d'air ici et beaucoup de bonheur. C'était beaucoup de chaleur humaine. Je me sentais très en sécurité. Et moi, je ne voulais même pas avoir mon bac. Je voulais redoubler. Je ne suis même pas allée voir mes résultats du bac, tellement ça ne m'intéressait pas. Il se trouve que je l'ai eu, mais bon, vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. J'appréhendais beaucoup la suite. Je n'avais pas du tout envie de quitter cet univers qui m'était si agréable et chaleureux. Et bon, c'est peut-être pour ça aussi que je suis revenue. Sophie est devenue professeure d'anglais et après quelques escapades dans d'autres établissements, c'est à l'Institut qu'elle a posé définitivement ses valises d'enseignante. J'ai quitté l'Institut mon bac en poche en 1983. Et la même année, ma mère a déménagé. Fini le pavillon et fini l'Institut dans notre quotidien. 36 ans plus tard, d'autres enfants foulent les cours de récréation de mon cher bahut. Des milliers d'élèves passent ici des années essentielles. Et je m'interroge, que représente donc l'école dans leur vie en cet an 2019 ? Et qu'en restera-t-il quand ils seront devenus comme moi, adultes, avec une part infinie d'enfance accrochée à leurs pas? C'est autant un lieu de bonheur que de souffrance. On rencontre beaucoup de personnes, que ce soit les professeurs ou nos amis. C'est aussi un lieu
qui est assez dur, où on peut subir des moqueries, où parfois étudier c'est pas facile. Pour moi, l'école, c'est même, comme je suis interne, c'est un peu ma deuxième maison, quoi. J'y suis matin, midi, soir. Depuis nos 3 ans qu'on est à l'école, on nous apprend à vivre avec d'autres personnes et à travailler, quoi. Pour moi, l'école, ça représente un parcours quand même semé d'embûches. C'est pas toujours facile. Avec toutes les épreuves qui peuvent se passer dans notre vie, on arrive à se créer une personnalité. L'école contribue à ça. C'est l'endroit où on se construit en fait, pour qu'on puisse nous lâcher dans la nature. L'école, pour moi, ça représente de multiples rencontres. Des rencontres avec mes professeurs, avec mes amis, mais aussi l'amour. Dans 20 ans, je pense que je repenserai au bon moment que j'ai vécu à l'école, avec mes amis. Je pense que je serai nostalgique et que j'aurais peut-être envie d'y retourner.